Voilà qui est fait. Bonjour, rebonjour plutôt à tous. Donc, bienvenue pour cette heure de webinaire que nous allons passer en compagnie de Marine, que vous voyez apparaître à l'écran. Marine, elle est chargée de mission déforestation importée, également du commerce équitable au ministère de la Transition écologique et de la cohésion sociale. Donc, le plus simple, c'est que je laisse la parole directement à Marine pour qu'elle puisse éventuellement apporter des éléments de présentation complémentaires, peut-être des actions en cours, et puis surtout qu'elle nous présente le contenu de son intervention. Je ne réapparaîtrai, moi, que pour la gestion des questions, que ce soit en questions en format sondage ou les questions que vous allez nous poser au travers de ces 3 chapitres. Marine, vous avez la parole. Merci Xavier. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'animer ce premier webinaire sur les sujets d'achat public zéro déforestation. Alors, je vais vous partager d'ores et déjà mon écran pour produire ce webinaire. Voilà, j'espère que… C'est parfait, Marine. Vous le voyez bien, super. Je vais démarrer le diaporama. Hop. Voilà, donc c'est effectivement un premier webinaire que nous organisons en partenariat avec le CNFPT sur les achats publics sans déforestation importée, qui sera basé essentiellement sur le guide S'engager dans une politique d'achat public zéro déforestation, qui a maintenant 2 ans, qui a été mis à jour en novembre 2021 et qui a certainement vocation à être mis à jour tous les ans, avec, on espère, prochainement des bonnes pratiques dont on pourra faire part, et j'espère que ce webinaire vous inspirera pour cela. Donc, nous allons parler tout d'abord de la déforestation importée. De quoi s'agit-il exactement? Vous parlez du cadre réglementaire aussi, parce qu'il y a désormais des nouvelles obligations à ce sujet. Et enfin, d'aller concrètement dans le vif du sujet et de parler de la mise en œuvre d'une politique d'achat public zéro déforestation. Comment on peut faire, quelles méthodes, quels outils? Voilà, j'espère que ce webinaire vous apportera quelques clés pour répondre à vos questions. Alors, me voici. Donc, effectivement, je suis chargée de mission déforestation importée et commerce équitable au ministère de la Transition écologique. J'ai la charge de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, SNDI de son petit nom. Et précédemment, c'est au sein du commissariat général au développement durable au ministère de la Transition écologique, qui est une direction en quelque sorte transversale au ministère et qui travaille aussi beaucoup en interministériel avec d'autres ministères et également beaucoup avec des parties prenantes et des acteurs de la société civile. Voilà, et précédemment, j'étais à la direction des affaires européennes et internationales du ministère pour élaborer la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, et cela date maintenant d'il y a 3 ans. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, donc la déforestation importée, de quoi s'agit-il? Je commence par quelques chiffres clés de manière assez directe. Donc, concrètement, quand on parle de déforestation importée, quelle est l'ampleur du phénomène? Donc, on parle de 420 millions d'hectares de forêts qui ont été déforestés entre 1990 et 2020. Ça représente environ 10% du couvert forestier mondial. C'est une taille à peu près, ça représente à peu près la taille de l'Union européenne. Donc, c'est assez considérable. Donc là, on parle de déforestation brute. Donc, c'est concrètement tous les arbres qui ont été coupés. Quand on parle de déforestation nette, c'est en fait un équilibre entre ce qui a été déforesté et ce qui a été replanté. Et là, on est sur une base de 178 millions d'hectares de déforestation nette sur cette période entre 1990 et 2020. On voit que le taux de déforestation ralentit, même s'il est toujours bien présent, avec une moyenne de 10 millions d'hectares annuels déforestés. Alors, cette tendance un petit peu d'amélioration pourrait apparaître rassurant, mais en fait, on se rend compte que c'est inégalement réparti dans le monde, avec des zones qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. Et donc, on va voir un peu plus loin dans le webinaire que c'est pour ça que ça pose des problèmes tout particuliers. La déforestation,
ça pose un problème évidemment pour des enjeux de biodiversité parce que ça représente l'habitat d'une multitude d'espèces animales et végétales. Ça représente aussi un impact en termes de gaz à effet de serre et de changement climatique. On sait que la déforestation contribue à hauteur de 11% des gaz à effet de serre mondiaux. Il y a également un enjeu humain parce que c'est non seulement l'habitat d'espèces animales et végétales, mais c'est aussi l'habitat de certaines populations autochtones qui sont gravement menacées avec les forêts qui sont coupées. Il y a également des enjeux sanitaires puisque on sait par exemple au Brésil qu'après des coupes illégales de forêt, ces arbres sont brûlés et ça crée des fumées qui peuvent être très toxiques pour les populations locales. Donc, comme je vous le disais, on voit que le taux de déforestation est complètement même déséquilibré entre les régions et que l'enjeu est particulièrement fort en Amérique du Sud et en Afrique. L'Union européenne a une responsabilité toute particulière dans ce phénomène, de par les produits qu'elle achète pour sa propre consommation et qui ont été produits, qui ont poussé sur des zones qui ont été déforestées. Et donc, ces zones ont été déforestées pour répondre en partie à la consommation européenne et a fortiori à la consommation française. Donc, sur ce graphique, on voit les différentes matières premières et produits qui contribuent à la déforestation mondiale. Et ce graphique montre la part relative de l'Union européenne dans ce phénomène. Alors, on voit par exemple que le cacao arrive en premier parce que l'Union européenne est une des régions qui importe le plus de cacao. Néanmoins, en termes de volume, on va le voir juste après, le cacao représente un volume moins important que d'autres commodités comme le soja ou l'huile de palme. Alors, commodité, c'est le petit jargon des personnes qui travaillent dans ce domaine. C'est un anglicisme, ça vient de commodity. Voilà, on utilise généralement ce terme pour parler des matières premières et des produits qui y sont liés. Alors, là, on voit très concrètement la part des produits dans la déforestation en termes de volume. Et donc, le soja et les tourteaux de soja, l'huile de palme et le cacao sont les 3 matières premières les plus importantes en termes de volume et donc potentiellement les plus à risque. 3 régions du monde sont particulièrement exposées. Donc, il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Afrique centrale essentiellement, et l'Asie. Et on sait que 90% de la déforestation mondiale est liée à l'agriculture. Donc, c'est vraiment un vecteur énorme dans cette déforestation et c'est pour ça que s'intéresser aux importations de matières agricoles, de produits agricoles est essentiel pour lutter contre la déforestation. Alors, ce qui est intéressant, j'espère que vous voyez bien parce qu'il y a la barre du webinaire qui s'affiche ici. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de superposer la carte que je vous ai montrée précédemment avec celle-ci qui montre l'origine des importations françaises de soja, donc qui viennent essentiellement du Brésil, qui est une zone, comme on l'a vu, qui est particulièrement exposée. Alors, je n'arrive plus à filer mon PowerPoint. Vous avez un problème, Marine, avec votre PowerPoint, ouais. C'est ça? Je n'arrive plus à défiler les slides. Alors, je vais peut-être arrêter le partage et reprendre. Oui. Peut-être que ça facilitera les choses. Pardonnez-moi. Non, ça ne marche toujours pas. Si un blocage persiste, je peux aussi diffuser le diaporama éventuellement. Alors, attendez, affichage. Hop. Voilà, désolée, on va reprendre du début. Voilà. Donc, je vous parlais des zones qui sont les plus exposées. Voilà, bon, j'arrive toujours pas à défiler les slides.
Xavier, je veux bien, si ça ne vous embête pas, de partager le Pas de PowerPoint. problème, pas de problème. C'est bon pour vous? Les aléas du direct, exactement. Alors, nous sommes sur la bonne diapo ou faut-il que je revienne en arrière? Non, c'est parfait, je vous remercie. Donc là, je parlais des 3 régions du monde les plus particulièrement exposées, et quand on superpose cette carte aux importations françaises de soja, on voit qu'elles viennent essentiellement du Brésil, qui est une zone à risque. Et après, quand on passe à la slide suivante et qu'on voit les importations françaises d'huile de palme, de la même manière, on voit qu'elles proviennent essentiellement d'une zone très exposée, qui est l'Asie du Sud-Est. Enfin, quand on superpose ces 2 cartes également avec l'origine des importations françaises de cacao, on voit que le cacao que nous importons provient essentiellement du Ghana et de la Côte d'Ivoire, qui ont été massivement déforestés pour les plantations de cacao. Et donc, c'est une zone également très menacée, comme on le voyait précédemment. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, quand on revient à notre sujet d'origine, comment peut-on définir la déforestation importée? C'est tout simplement l'importation de matières premières ou de produits transformés qui ont contribué à la déforestation à l'étranger. Alors, je vais vous en parler un petit peu après. La stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée a une approche assez ambitieuse finalement et assez large, puisqu'elle ne parle pas finalement que de déforestation, mais elle parle également de dégradation forestière. Donc, elle s'attaque aussi à ce sujet qui est très généralement un préalable à la déforestation, mais également à la conversion d'écosystèmes naturels. Il y a certaines zones, notamment au Brésil, qui ne sont pas qualifiées de forêts au sens de la définition de la FAO, et donc on ne peut pas parler de déforestation au sens à nouveau de la définition de la FAO. Cependant, ce sont des zones riches en biodiversité, notamment je pense au Cerrado, qui est une zone qui peut être qualifiée de savane arborée et qui est fortement menacée par la culture de soja. Et donc, pour la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, nous avons fait le choix d'avoir cette approche ambitieuse. Il y a un texte européen qui est aujourd'hui en discussion, je vous en parlerai ensuite, et on voit que au niveau européen, la déforestation et la dégradation forestière ont bien été intégrées. En revanche, les débats restent assez intenses sur l'intégration des autres écosystèmes naturels, puisque ça pose pas mal de questions de définition et d'opérabilité de ces dispositions. Mais c'est quand même un sujet connexe, finalement, qu'on ne peut pas ignorer quand on parle de déforestation importée. Très bien. Je crois qu'on arrive à une première série de questions. Donc, comme convenu, un petit temps de respiration sous la forme d'un sondage, 2 questions que je lance à l'instant. On vous laisse quelques instants pour cliquer là où les bonnes réponses. Et dans ce laps de temps qui sera relativement court pour permettre à Marine de bien exposer son propos, de bien le préciser, je reprends quelques questions en précisant à Cédric qui me demande si la présentation sera partagée. Absolument, Cédric, je l'ai indiqué en tout début du webinaire. J'ai même mis dans l'onglet « Discussion » le lien direct vers le groupe webinaire pour que vous puissiez retrouver, et pas seulement cette présentation, vous allez avoir un lot de 3. Pour le prix de 3, pour le prix d'un, vous allez avoir 3 choses: le support, l'enregistrement et les réponses éventuelles aux questions. Je prends la question de Michael, qui, comme à son habitude, est d'une pertinence redoutable, qui dit il est toujours respectueux. Michael, c'est son point fort. Il dit bonjour, Michael, à vous, Marine. Et il précise qu'à ce jour, seul l'État est obligé, par un décret d'application de la loi climat, d'intégrer la déforestation importée dans ses achats. Qu'en est-il pour les collectivités? Y a-t-il une obligation à venir? Alors, effectivement, on anticipe un petit peu le sujet d'après, qui est le cadre réglementaire, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation ni légale ni réglementaire pour les acteurs des collectivités territoriales. Une question de Marie que je profite pour saluer, puisque
connaissions très bien. On a l'impression d'être en formation avec Michael et Marie, qui souhaitent avoir, si je comprends bien, des précisions de la catégorie autres. Quels sont les aliments classés à 23% responsables de la déforestation? Dans vos graphiques, je pense. Oui, alors dans autres, il y a des agrumes, des minerais, il y a d'autres matières premières type coton, sucre, maïs, voilà, ce type de produit. D'accord. Je vois que d'autres questions arrivent. Je les mets en attente. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Aucune limite aux questions. Elles seront toutes traitées, soit en direct, soit en léger différé. Et je partage les résultats du sondage et vous laisse les commenter, Marine. Oui, alors merci pour vos votes. Donc j'ai semé un petit peu le doute dans ma présentation en évoquant différents chiffres. Et donc pour la première question, c'est bien 10 millions d'hectares annuels qui sont déforestés au niveau mondial. Concernant la seconde question, ce n'était pas évident aussi, puisque effectivement, d'un point de vue relatif et donc en comparaison aux autres pays et régions du monde, l'UE est un gros importateurs de cacao, mais quand on regarde vraiment en termes de volume les différents produits, on voit que le soja est massivement supérieur aux autres et que c'est véritablement la matière première dont on doit s'occuper en priorité. D'accord, merci Marine. Je vous propose… Alors, je garde toujours la main peut-être sur la difficulté. Oui, je veux bien, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un souci quand je veux faire défiler les slides. Donc, je prêt, mais pas totalement. Alors, le cadre réglementaire, on a commencé à en parler rapidement. Donc, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée a été adoptée en 2018. Je le disais, c'est une stratégie interministérielle qui est portée donc par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui est pilote, mais également par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et le ministère de la Recherche, avec un objectif ambitieux qui est de mettre fin d'ici 2030 à la déforestation. Il y a 5 orientations, 17 objectifs, je vais pas rentrer dans le détail, mais on voit qu'il y a un objectif qui est vraiment spécifique pour les acheteurs publics, avec l'objectif de mettre en œuvre une politique d'achat public zéro déforestation d'ici 2022. Donc, ça avait été cet objectif qui a été formulé il y a 3 ans. L'axe achat public a été identifié comme très important, comme un levier stratégique pour arriver aux objectifs de la SNDI, quand on sait que 10% des achats publics, que les achats publics représentent 10% du PIB français. On voit que c'est un axe sur lequel il faut travailler. Concernant le périmètre de la SNDI, il porte sur les matières premières les plus à risque, donc le soja, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi l'huile de palme, le cacao, le bœuf, l'EVA, donc pour produire le caoutchouc, le bois et ses produits dérivés. On peut passer à la diapositive suivante, merci. Cette stratégie qui était voilà, une ligne directrice, disons, pour l'ensemble des acteurs et pour l'État, a trouvé une assise législative dans la loi climat, donc qui est inscrite à l'article 270 de la loi climat. Et il y a également eu la dimension achat public qui a été renforcée avec, à l'article 272, la loi indique bien que l'État se donne pour objectif de ne plus acheter de produits contribuant à la déforestation. Il y a également l'aspect sur le devoir de vigilance qui a été renforcé dans la loi climat, avec l'obligation d'introduire un volet déforestation aux plans de vigilance qui sont élaborés par les entreprises. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Et donc, il y a un décret d'application de l'article 272 de la loi climat qui permet de préciser cet article qui est assez large. Donc, on voit qu'il s'adresse aux services centraux et déconcentrés, et donc pas aux collectivités territoriales. Il rappelle l'objectif qui est de tendre vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la déforestation.
Donc, on voit ici que l'obligation réglementaire est quand même légère. Il n'y a pas de pénalité ou de sanctions associées. Néanmoins, l'objectif est bien là et donc il faut vraiment tous se mettre en ordre de marche pour y arriver. Les segments d'achat sont rappelés dans ce décret, donc on voit que ça peut concerner les matériaux de construction, les combustibles, par rapport à l'huile de palme notamment. Néanmoins, ce segment d'achat a été rappelé, mais aujourd'hui, il perd un peu de sa pertinence puisque dans les dernières lois de finances, on voit que l'avantage fiscal pour l'huile de palme et l'huile de soja a été supprimé. Et donc, aujourd'hui, de fait, il n'y a plus d'huile de palme dans les biocarburants et l'huile de soja, ça va être également la même chose. Le mobilier, les véhicules, à la fois pour le caoutchouc notamment, avec les pneus, les fournitures de bureau, les produits d'entretien, parce qu'il peut y avoir de l'huile de palme dans des produits ménagers, et la restauration, qui est un segment d'achat clé avec tous les produits alimentaires à risque. Alors, on voit que le plan national pour les achats durables qui a été lancé très récemment, qui est l'application de l'article 35 de la loi Climat et Résilience, incite également à aller dans cette direction, puisqu'il prévoit que d'ici, alors je vous prie de m'excuser, il y a une erreur, c'est 2026, 100% des contrats de la commande publique notifiés disposent au moins d'une considération environnementale. Il y a également d'autres réglementations nationales qui concourent à l'objectif de lutte contre la déforestation importée. Donc, il y a eu la loi Egalim qui a été renforcée par la loi Climat et Résilience, qui demande pour la restauration collective qu'il y ait 50% de produits, alors que j'ai appelé ici durables, soient introduits. Alors, dans l'article de loi, il y a vraiment toute une série de critères qui expliquent ce qui est entendu par durable. Et il y a actuellement un groupe de travail au niveau du Conseil national de la restauration collective qui travaille pour mieux préciser qu'est-ce qui est entendu par durable. Et il y aura un guide pour les acheteurs qui sortira de ces travaux. Il y a également l'objectif de proposer que 60% des viandes qui soient proposées soient qualifiées de durables dans la restauration collective. De la même manière pour les produits aquatiques, mais là, ce qui nous concerne plus, c'est la viande. Enfin, la loi sur l'économie circulaire demande des efforts sur tout ce qui est gaspillage alimentaire et la lutte contre le gaspillage, finalement, concourt aussi à la lutte contre la déforestation, puisque si nos besoins sont réduits, on importe moins et donc le risque est par définition réduit. Une autre réglementation, pour le coup, vraiment transformationnelle, dans les échanges européens, on l'appelle le game changer. C'est le projet de règlement européen sur la déforestation et la dégradation des forêts. Ce texte a été proposé par la Commission européenne en novembre dernier et il est en discussion au Conseil de l'Union européenne depuis janvier sous présidence française. La présidence française espère vraiment aboutir à des orientations générales au Conseil en vie du 28 juin. Donc, ce serait vraiment bien parce que la situation est urgente et on voit que chaque année compte. Il y aura ensuite le vote du Parlement européen en plénière en septembre, puis la phase de trilogue avec, on l'espère, un texte qui sera adopté en 2023 et une mise en œuvre en 2024. Donc, le temps de la discussion européenne est long, mais voilà, c'est comme ça qu'on arrive à des bons compromis également. Concernant ce texte européen, son principe, c'est l'interdiction de mettre sur le marché européen ou d'exporter des matières premières ou des produits qui auraient contribué à la déforestation ou la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020. Donc, ce texte porte à la fois sur l'importation et sur l'exportation pour répondre aux exigences de l'OMC et de ne pas avoir un texte inéquitable entre l'Europe et d'autres pays du monde. Concernant le périmètre, on voit qu'on est sur les mêmes matières premières et produits quasiment que la stratégie nationale. Les seules différences, c'est que le café
est bien dans le périmètre du texte européen, mais n'est pas dans le périmètre du texte français. Et le caoutchouc n'est pas dans le texte européen, mais se trouve bien dans le périmètre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Ce texte repose sur un principe de diligence raisonnée. Donc, les opérateurs devront recueillir de l'information sur leurs produits, évaluer le risque lié à ces produits et essayer d'atténuer ce risque en faisant un travail de traçabilité, de travail avec leurs fournisseurs. Et puis ensuite, Xavier, si vous pouvez mettre la diapositive suivante, il y aura des contrôles qui seront réalisés par chaque État membre pour voir si les opérateurs se conforment au règlement. Et en cas d'enfreinte au règlement, pour le coup, il y aura des sanctions à la clé. Ça peut être des amendes, mais ça peut être aussi le retrait du produit du marché. On voit aussi que les opérateurs et les commerçants concernés peuvent être exclus temporairement des procédures de marché public. Donc là, il y a un lien direct avec notre sujet. Et c'est intéressant puisque ce texte, on voit, est vraiment contraignant, ambitieux, et on pense qu'il peut véritablement changer la donne dans les échanges internationaux, finalement, en incitant l'ensemble des acteurs à faire un travail assez abouti de traçabilité et de renseignement sur leurs approvisionnements ou leur exportation. Il y a également un projet de directive sur le devoir de vigilance qui a été proposé par la Commission européenne au mois de février 2022. C'est un texte aussi ambitieux qui concernerait un périmètre très large d'entreprises, plus large que le périmètre français de la loi sur le devoir de vigilance. Et ces entreprises seraient tenues d'évaluer les risques liés à leur activité, à la fois les risques environnementaux, mais également les risques en lien avec les droits de l'homme, notamment le travail des enfants, etc. Donc, c'est un texte qui est en discussion, et à nouveau, ça va prendre pas mal de temps pour qu'il rentre en vigueur. Mais on a la chance d'avoir d'ores et déjà une loi sur le devoir de vigilance en France qui a été, on pense, quand même précurseur et qui a permis d'encourager la prise d'une directive sur le devoir de vigilance au niveau européen. Alors, nous arrivons, merci Marine pour cette deuxième partie, à une deuxième série de questions sondage. Je crois que la question est une question unique, mais que les réponses sont multiples. Donc, je lance à l'instant cette question et en parallèle, je vais reprendre le fil des échanges et des éventuelles questions posées. Michael, existe-t-il des indicateurs officiels attestant du niveau de déforestation de produits ou quantifiant la notion ? Alors, pardonnez-moi, je vais reprendre dans le fil de discussion. Si vous pouvez me la reposer, Xavier. Oui, Michael qui demande s'il existe des indicateurs officiels attestant du niveau de déforestation des produits ou quantifiant la notion. Oui, alors effectivement, donc il y a beaucoup d'études sur le sujet. Celle qui fait référence, je dirais, c'est l'étude d'impact de la Commission européenne qui a été rédigée pour préparer justement le projet de règlement. Donc, c'est cette étude d'impact qui fait foi en général en la matière. Par extension, sur une première question posée, un des participants se demande pourquoi la loi climat ne s'adresse pas aux collectivités territoriales sur cet objectif zéro déforestation. Les collectivités semblent concernées sur d'autres facettes de cette loi. Alors, pourquoi elles n'ont pas été introduites? Il y avait beaucoup de frilosité par rapport à cet article de loi qui a été largement débattu à l'Assemblée. Probablement que le législateur n'a pas souhaité être trop radical et proposer quelque chose, un compromis en appliquant l'article à ses propres services finalement et éviter les foudres de certains députés et sénateurs. Je pense que c'était ça l'idée. Vous avez parlé aussi de la restauration collective comme puissant moteur
comme une spirale positive ascendante. Un participant renvoie sur le critère Egalim permettant de prendre en compte, dans les 50% de produits de qualité durable, le critère du coût des externalités environnementales. Avez-vous connaissance de services de l'État, de collectivités ayant expérimenté ce critère dans leur marché? Non, à titre personnel, je n'ai pas connaissance d'acteurs qui auraient expérimenté ce critère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui l'ont fait. Je peux me renseigner auprès de… Donc, au sein de mon bureau, il y a l'équipe qui travaille sur le plan national pour les achats durables et qui anime aussi la communauté Rapide. Donc, ça fait partie des liens que je vous recommanderai en fin de webinaire. Et donc, on peut poser la question sur cette plateforme pour voir si certains l'ont expérimenté. Sachant que par ailleurs, comme je l'indiquais, le Conseil national de la restauration collective travaille sur ces différents critères et va proposer un guide pour les acheteurs pour essayer de mieux comprendre ce que ces différents critères impliquent et de quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, vous pouvez continuer à poser vos questions. Vous le voyez, on y répond. Enfin, c'est surtout Marie qui y répond. Pour l'instant, on va mettre en pause, mais il y a déjà d'autres questions d'ores et déjà qu'on verra en fin de webinaire sous forme de table ronde. Je vais mettre fin au sondage et vous laisser commenter les résultats. Marine. Oui, merci Xavier. Alors effectivement, en cas d'infraction au règlement européen, il y a des pénalités à la clé. Donc les amendes, oui, c'est possible. Retrait du produit du marché, oui, également. L'exclusion temporaire des procédures de passation de marché public, oui, également. Par contre, ils n'ont pas prévu une exclusion permanente et ils n'ont pas prévu non plus d'interdiction définitive de commercialiser les produits sur le marché européen. OK. Eh bien, Marine, je vous propose de voir cette troisième partie. Il est 15h30, donc on est largement bon dans la gestion du timing. Vous avez la parole. Super, merci. Je continue. Oui, merci beaucoup. Voilà. Donc, on arrive sur le chapitre qui vous intéresse le plus, j'imagine, sur la mise en œuvre d'une politique d'achat public zéro déforestation. Donc, je voulais vous présenter les choses un petit peu par étapes. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, la première étape, selon moi, il s'agit d'identifier les segments d'achat et les produits qui sont concernés. Parce qu'on l'a vu un petit peu tout à l'heure, ce n'est pas si évident. Quand on parle de soja, on ne parle pas du soja, des steaks de soja ou des tofu, etc. Parce que tout le soja qui est consommé par les individus provient de France ou d'Europe et n'est pas vecteur de déforestation. En revanche, tous les animaux d'élevage, la grande majorité, sont nourris avec des tourteaux de soja et c'est bien ce soja-là qui pose problème. Et donc, dans les segments d'achat, il faudra, donc, si on s'intéresse à la restauration, faudra être vigilant sur l'achat de tout ce qui est porc, volaille, bovin, mais également pour les œufs, le lait. Voilà, ça concerne ce type de produit. Évidemment, les plats préparés et plats cuisinés qui peuvent intégrer aussi une problématique avec de l'huile de palme. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est produits ménagers, il peut avoir de l'huile de palme dedans. Voilà, donc c'est un petit peu complexe. Il faut bien comprendre d'où vient le produit, comment il a été fabriqué pour essayer de bien cerner le problème. Je crois que c'est bon pour cette diapositive. Ensuite, il est très important de s'interroger sur ses besoins. Est-ce que, quel que soit le segment d'achat, et c'est d'ailleurs un point qui est rappelé dans le décret d'application de l'article 272, qui dit, lors de la définition du besoin, une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importés, qui peut se traduire par un objectif de sobriété. Donc, c'est assez nouveau d'introduire la notion de sobriété dans un texte réglementaire. Ça ne se serait pas vu il y a quelques années, je pense.
Et donc, c'est assez ambitieux. Et je pense que les acheteurs publics se doivent d'être à la hauteur de cet objectif en s'interrogeant honnêtement sur leurs besoins. Donc, typiquement, j'ai mis quelques exemples un petit peu basiques, vous m'en excuserez, mais c'est pour que ce soit pédagogique et le plus compréhensible possible. Par exemple, pour l'achat de meubles destinés à ranger des dossiers, déjà s'interroger si on n'a pas besoin de faire du tri dans ces dossiers, les jeter. Est-ce qu'on a encore vraiment besoin d'avoir des dossiers papier? Est-ce que voilà, l'achat de ce meuble est vraiment nécessaire? Pour les véhicules, de la même manière, renouveler sa flotte de véhicules. Est-ce qu'on ne peut pas travailler également en parallèle avec d'autres services sur tout ce qui est mobilité douce pour réduire le nombre de véhicules mis à disposition? Sur les menus, de la même manière, on l'a vu que tout ce qui est protéines animales est beaucoup plus à risque pour la déforestation. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'augmenter la part de menus végétariens, en tout cas de réduire le nombre et la quantité de protéines animales proposées chaque semaine? Voilà, donc ça, c'est quelque chose, c'est une étape importante à faire honnêtement, je pense, par les acheteurs et par l'ensemble des services associés pour finalement réduire l'exposition au risque dès le début. Ensuite, et c'est là l'étape essentielle, il s'agit d'engager ses fournisseurs. Donc, pour engager ses fournisseurs, il faut ouvrir un dialogue avec eux sur ce sujet. Et ce dialogue passe en premier lieu par le recueil d'informations sur les produits qui vont être fournis. Dans le guide sur les achats publics zéro déforestation, on a proposé dans la mise à jour de novembre 2021 un questionnaire à destination des fournisseurs qui liste tout un nombre de questions qui peuvent être posées pour essayer de mieux comprendre voilà, l'avancée du fournisseur sur ces sujets, enfin, déjà sa connaissance du sujet, savoir s'il y a un niveau d'information suffisant, à la fois sur les produits et à la fois sur toutes les démarches qui auraient pu être mises en œuvre par ailleurs. Et puis, dans un second temps, dans le cadre de ce dialogue, essayer de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Alors, ça passe par la réalisation d'un bilan à la fois quantitatif et qualitatif par le fournisseur, expliquant les mesures qui ont été mises en œuvre sur ce sujet ou comment il souhaite progresser, et l'élaboration d'un plan de progrès qui intègre donc la démarche de traçabilité, parce que c'est vraiment la traçabilité qui est clé, et la manière envisagée de réduire progressivement l'exposition au risque de déforestation. Alors, quels sont les outils pour les acheteurs pour vérifier en fait que ce qu'ils achètent ne contribue pas à la déforestation? Alors, c'est complexe, hein, malheureusement, il n'y a pas un tampon zéro déforestation rapporté qui pourrait être apposé. C'est vraiment voilà, ce dialogue qui doit être engagé avec le fournisseur, essayer de recueillir le maximum d'informations et finalement essayer d'arriver avec un faisceau d'indices en fait, qui nous permet de réduire le risque au maximum. Alors, les certifications sont un indicateur très important qu'il faut regarder avec attention, mais malheureusement, ce n'est pas aujourd'hui une garantie zéro déforestation. Alors, dans le guide qui est organisé par segment d'achat et par produit, vous avez des explications sur les référentiels et les certifications qui sont en ligne avec la SNDI. Donc, pour le soja, il y a RTRS et Proterra, par exemple. L'huile de palme, c'est RSPO. Pour le bois, FSC, PEFC, tout ce qui relève du commerce équitable et notamment qui s'applique au café, au cacao, il y a le label Max Havelaar et le label Rainforest Alliance. Et après, il y a bien entendu les labels multifilières pluridisciplinaires que sont l'écolabel, l'Ange Bleu, AB. Il y a également le label rouge qui peut être une garantie intéressante pour tout ce qui est protéines animales. Donc voilà, ce sont des bons indicateurs. Après, il y a tout un travail qui est en cours sur l'affichage environnemental.
avec une première expérimentation qui a été faite avec un rapport qui a été remis au Parlement à ce sujet. Mais les travaux se poursuivent avec notamment l'idée d'intégrer dans les indicateurs pour le volet biodiversité le sujet de la déforestation. Donc, quand ce sera mis en place, cet affichage environnemental pourra être aussi un indicateur très utile pour savoir dans quelle mesure le produit a pu contribuer ou non à la déforestation. Et ma collègue qui travaille sur ce sujet me disait que cette nouvelle méthode concernant l'affichage environnemental pourrait être officialisée par voie réglementaire en 2023. Donc finalement, l'échéance est pas si lointaine pour ce sujet. Alors, on avait fait un appel à contribution pour ce webinaire pour avoir des témoignages d'acteurs publics qui puissent partager leurs bonnes pratiques. Mais en fait, on se rend compte que c'est un sujet quand même particulièrement complexe et que les acheteurs publics ont pour l'instant eu du mal à vraiment initier quelque chose de structurel sur le sujet. On a eu des échanges avec des acheteurs qui avaient effectivement, qui faisaient très attention aux certifications, par exemple pour leurs achats de papier, qui s'intéressaient à voir si c'était FSC, PEFC ou d'autres qui allaient encore un petit peu plus loin, qui essayaient de privilégier l'origine européenne. Mais on voit que peu d'acteurs, ou en tout cas aucun ne nous a fait part de bonnes pratiques en la matière, vraiment n'a encore engagé de réforme de fond sur ce sujet dans ses achats. Donc, on espère vraiment que pour un prochain webinaire, on aura des retours de votre part avec des choses qui auront pu être engagées, avec les succès et les difficultés que vous aurez rencontrées aussi. Mais pour illustrer ce webinaire, on a eu des échanges donc avec des acheteurs privés qui sont assez avancés finalement sur le sujet. Et notamment, je voulais vous faire part de l'exemple d'un distributeur qui a beaucoup travaillé sur ses approvisionnements soja. Alors, ce distributeur a été impliqué déjà dans les discussions qui ont eu au sein du comité scientifique et technique forêt, le CSTF, qui est un comité qui travaille sur les sujets de déforestation et qui est rattaché à l'AFD. Il rassemble pas mal d'acteurs de la recherche, mais aussi des parties prenantes, et qui a publié 2 rapports un peu structurants sur le soja. On pourra vous partager les liens, à la fois sur les certifications et à la fois sur les enjeux et qu'est-ce qui peut être fait par les acteurs français. Ces 2 rapports ont engagé les acteurs du secteur privé, notamment les distributeurs, à signer le manifeste soja, qui est un manifeste dans lequel ils s'engagent à ne plus importer de soja ayant contribué à la déforestation ou à la conversion d'écosystèmes naturels à l'horizon de 2025. Ils ciblent les produits exposés et ils sont allés jusqu'à intégrer dans leur contrat des clauses spécifiques et assez radicales, indiquant que le soja qu'ils achètent ne pourrait pas provenir de zones déforestées après le 1er janvier 2020. Il fallait que le soja soit traçable jusqu'au premier émetteur européen et qu'il y ait toutes les informations disponibles relatives à ces produits qui soient communicables à l'acheteur. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, concrètement, la signature de ce manifeste et les travaux qu'ils ont menés pour leur contrat avec leurs fournisseurs a permis, en fait, à certains d'entre eux, en tout cas à celui avec lequel nous avons discuté, de relocaliser certains de ces approvisionnements en soja, de réaliser une cartographie des risques avec très concrètement une évaluation des importateurs, une évaluation des zones à risque au niveau du Brésil, ce qui leur a permis déjà de plus cibler le risque et éventuellement soit d'éviter d'acheter ces produits à risque, soit de travailler avec les acteurs pour réduire ce risque. Ils ont fait tout un travail aussi de sensibilisation de leurs fournisseurs qui n'étaient pas forcément bien informés de ces sujets, qui doivent également signer une charte qualité pour pouvoir travailler sur le long terme avec ce distributeur. Et ils continuent à développer
des outils ou en tout cas toute une réflexion sur ce sujet. Ils envisagent notamment de s'appuyer sur des bons de livraison qui soient plus détaillés quant à l'origine du produit ou à la manière dont ça a été transporter et voilà, essayer d'avoir plus d'informations sur la traçabilité du produit au niveau des bons de livraison. Donc, les acheteurs privés vraiment s'engagent, notamment dans les entreprises exposées comme la grande distribution. Et donc, c'est intéressant et nous continuerons dans notre guide, en tout cas quand il sera actualisé, de relayer en fait ces bonnes pratiques qui, même si elles ne sont pas parfaitement duplicables par les acheteurs publics, peuvent être inspirantes, on pense, pour la suite des travaux. Alors, le guide regroupe quand même beaucoup d'informations puisqu'il fait un état des lieux et des enjeux par filière, ça je l'ai expliqué, un point sur les certifications. Il y a également à la fin de chaque chapitre des recommandations par étape du marché, donc à la fois sur l'étape de définition de besoins, spécifications techniques, critères d'attribution, moyens de preuve, etc. Il y a des recommandations qui sont faites et à nouveau, voilà, le questionnaire est une bonne première étape pour engager le dialogue avec les fournisseurs et voir ce qui peut être fait. Et donc, comme j'ai indiqué, on espère qu'il y aura des bonnes pratiques à partager ensuite dans la prochaine édition du guide. Voilà, et quelques outils que je voulais partager. Rapide, j'en ai parlé, c'est la plateforme des achats durables avec une communauté très active qui partage beaucoup de solutions, mais également de questions avec des acheteurs qui répondent. Donc, vous la connaissez probablement, mais je me permettais de la rappeler ici. Il y a la plateforme du ministère de l'Agriculture, Ma Cantine, sur tout ce qui est restauration collective et comme je l'indiquais, tout ce qui est loi Egalim peut permettre en fait de concourir aux objectifs de lutte contre la déforestation. Donc, il y a des bons conseils sur cette plateforme. Il y a l'entreprise CDP qui fait un rapport thématique, alors sur différentes thématiques, dont celle de la forêt, où il recense en fait les pratiques des entreprises en la matière, dans quelle mesure elles sont avancées. Et il y a également un moteur de recherche sur leur site qui permet de rentrer finalement des entreprises et de voir quel est leur niveau d'engagement et d'investissement sur ces sujets. Et donc, par rapport à vos fournisseurs, ça peut être une base de données intéressante pour voir dans quelle mesure ils sont avancés. Et enfin, le site de la SNDI, donc www.déforestationimportée.fr, qui donne beaucoup d'informations sur les matières premières. Et il y a également un outil de traçabilité. C'est un outil d'évaluation des risques liés aux importations de soja. Donc, on peut, mais c'est un outil un petit peu technique, mais qui permet de voir en fonction de l'importateur et de la zone d'où vient le soja, dans quelle mesure ces volumes importés sont exposés au risque ou pas. Merci Marine. Voilà. Nous arrivons à la dernière partie, format table ronde sur des questions. Il va nous rester une dizaine de minutes, donc c'est parfait. Alors, des questions se posent. Elles traversent un peu l'ensemble des chapitres, donc je vais les poser un peu comme elles viennent. Une question qui fâche souvent, qu'on entend souvent parler dans les dîners, mais pas que. Est-ce que ce que la France et l'Union européenne font sert à quelque chose lorsque l'on sait que la Chine est un importateur massif de matières premières de soja au Brésil et qu'elle n'a même pas les mêmes exigences que les nôtres? Oui, alors effectivement, ça c'est souvent l'argument qui revient et qui n'est pas juste un argument dans les dîners. C'est vrai que la Chine importe massivement, notamment du soja du Brésil, et on a engagé tout un dialogue avec les importateurs de soja pour avoir leurs données et essayer d'améliorer justement l'outil qui est en ligne et on travaille avec eux aussi pour qu'eux-mêmes prennent des engagements. Et c'est effectivement l'argument qui nous avance régulièrement en disant, ben voilà, mettre en place des démarches de traçabilité, réorganiser notre chaîne logistique à un coût. Et si c'est trop coûteux, on vendra à la Chine. Mais on voit que le texte européen qui est mis sur la table
est très ambitieux. Et on sait, l'Union européenne est souvent leader sur les sujets environnementaux et a vocation à un peu entraîner d'autres régions du monde et d'autres pays du monde. Et c'est vraiment l'ambition qui est donnée dans ce texte. Et donc, l'Union européenne a cette ambition et compte tenu de l'ambition du texte, on pense que que d'autres pays tels que la Chine pourraient voilà, se mettre au diapason aussi. On voit que sur les sujets énergétiques, ils se sont mis sur les questions d'énergie renouvelable et donc pourquoi pas aussi sur les sujets déforestation. Merci pour cette réponse qui démontre qu'il faut faire, même si on a l'impression que ça ne sert à rien. Il y a toujours une petite graine qui est plantée. Est-ce que la SNDI a vocation à perdurer avec le futur règlement européen? Alors effectivement, la question se pose. La loi indique que la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée doit être renouvelée tous les 5 ans, donc ça voudrait dire l'année prochaine. Donc, elle a vocation à perdurer déjà jusqu'à l'adoption du texte, qui est du texte européen qui ne rentrera en vigueur qu'en 2024. Donc, ça nous laisse encore 2 années, et 2 années, c'est important. Et puis, on l'a vu, le texte européen a un périmètre qui n'est pas exactement le même que celui de la SNDI. La SNDI pourrait être encore plus ambitieuse que le texte européen par rapport à l'engagement de certains acteurs, tels que les acteurs financiers, ou par rapport à l'engagement sur d'autres produits ou matières premières qui ne sont pas dans le périmètre du texte européen, tels que le caoutchouc, voire peut-être d'autres produits. Une question qui fait écho au chapitre 2. Quels sont les risques encourus par les acheteurs qui n'initieraient pas de démarche en la matière? Alors aujourd'hui, les risques encourus au niveau français sur ces sujets, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pénalité à la clé et on l'a vu, le décret est incitatif, mais voilà, c'est de l'incitation légère, si je peux dire. Néanmoins, on voit qu'il y a un mouvement qui s'opère avec des exigences très fortes au niveau politique. Le président de la République et candidat à un moment l'a rappelé, c'est la lutte contre la déforestation importée est une priorité et l'État et en tout cas les services administratifs se doivent d'être exemplaires en la matière si on veut avancer. Depuis pas mal d'années, le mauvais élève avait tendance à être plutôt l'huile de palme. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt le soja qui est dans la tourmente, dans l'œil du cyclone. Pour quelle raison ça a changé? Oui, alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est vrai que l'huile de palme était vraiment sous les projecteurs il y a 3 ans quand on a travaillé sur la stratégie. Il y avait cette polémique autour de l'usine Total de la Med. On voyait que la question des biocarburants posait problème. Mais depuis que, grâce aux lois de finances, l'avantage fiscal sur l'huile de palme a été supprimé, voilà, il n'y a plus cette question sur les biocarburants. Ça n'empêche pas que le sujet reste quand même d'actualité. L'huile de palme peut se retrouver dans des plats pré-préparés ou dans d'autres produits, on l'a vu. Donc voilà, il ne faut pas évasser l'huile de palme, ça reste un sujet, mais c'est vrai que la priorité est plutôt le soja aujourd'hui. Cédric qui se demande comment expliquer l'absence respective du cacao et du caoutchouc des projets de loi européens et français. Alors, pardon, j'ai peut-être pas été claire là-dessus, mais en fait, le cacao est bien à la fois dans la SNDI et dans le texte européen. En revanche, effectivement, le caoutchouc n'est pas dans le champ du texte européen. Et la Commission européenne s'est basée sur son étude d'impact qui montre que finalement, les volumes en cause sont plutôt dérisoires. Mais il y a une polémique en cours au niveau européen puisque, en fait, il y aurait des calculs qui auraient été mal réalisés. Donc, la question se pose vraiment fortement. Mais c'est sur la base de l'étude d'impact que la Commission européenne a décidé de ne pas inclure le caoutchouc. Est-il possible de faire un parallèle, une autre question, entre les labels PEFC et FSC et la déforestation importée? Alors, pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question? Peut-on faire un parallèle entre les labels PEFC et FSC et la déforestation importée?
Alors, ces deux labels sont assez ambitieux. Il y a tout un travail qui est fait d'ailleurs avec la SNDI sur l'évaluation des certifications et les échanges. Et on a des échanges avec les porteurs de ces référentiels pour faire en sorte qu'ils continuent à améliorer leurs standards pour s'aligner sur la SNDI. Et donc, il y a tout un tas de critères liés à la durabilité de l'exploitation forestière qui font que on peut s'assurer que ce sont des forêts, que ce bois ou que cette pâte à papier ou tout autre produit dérivé du bois provient de forêts qui ont été gérées durablement et donc qui n'ont pas été l'objet d'une déforestation, enfin d'une coupe rase radicale. Alors, on va peut-être parler des produits bleu blanc cœur, parce que j'ai eu un message bon, pour nous, mais en fait, les produits bleu blanc cœur sont-ils probants en la matière de déforestation? Il semblerait que ces produits sont plutôt des valeurs positives, alors qu'on ne les voit pas forcément apparaître dans les différents labels. Dans les différents supports. Oui, effectivement, c'est un bon point. Il faut que, je crois qu'il y a une personne qui vient de Bleu Blanc Cœur qui participait au webinaire aujourd'hui, et je pense que ça peut être intéressant d'échanger avec elle en bilatéral ensuite. Mais oui, je pense qu'il y a des critères intéressants qui peuvent contribuer aux objectifs de déforestation et qu'on pourrait rappeler s'ils sont pertinents dans la prochaine édition du guide, très volontiers. Alors, venons-en aux Français, les circuits courts, hein, question de fond. Alors, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens. Est-ce que si j'achète français, je lutte de fait contre la déforestation importée? Oui, alors effectivement, naturellement, on réduit le risque. Néanmoins, on ne l'annule pas complètement parce qu'on peut acheter du poulet, des poulets élevés pas loin de chez soi, mais qui auront été nourris avec du soja qui vient du Brésil. Donc, non, malheureusement, le circuit court et le français ne sont pas la solution pour tout. Après, c'est pour l'exemple que j'ai donné, c'est le cas, mais par exemple pour le bois, évidemment, si on achète du bois originaire de France ou d'Europe, là pour le coup le risque est clairement réduit. Voilà, mais c'est vrai que pour tout ce qui est protéines animales, c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup d'études d'un besoin qui est la clé de la commande publique finalement. Et l'étude de besoin doit être aussi déclinée sur l'analyse fine de ses envies qui ne sont pas toujours compatibles avec les besoins. Et puis l'analyse fine de l'offre existante sur les territoires. Ça me renvoie à des travaux qu'on a pu faire il y a quelques années dans un département dans lequel je travaillais. Sur ce zéro déforestation, est-il prévu un label prochainement ou est-il prévu d'en créer un? Alors, la question se posait au début de la SNDI. Aujourd'hui, on voit que c'est très complexe, donc ce n'est plus à l'ordre du jour. Voilà, la réponse est claire comme ça. Je vais peut-être reprendre une dernière question puisque je vois que nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors ça, j'ai fait. Concernant le végétarien, au regard des éléments exposés, est-il à ce stade envisagé de rendre obligatoire le repas végétarien en restauration scolaire de 2 repas par semaine? Actuellement, c'est 1 repas par semaine. Alors, effectivement, il y avait une expérimentation en cours, je crois. Je crois que les résultats sont positifs, mais sur le rendre obligatoire, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas où ça en est sur cette expérimentation et dans quelle mesure ça deviendra obligatoire. Mais tout est dans l'article de loi que j'ai cité tout à l'heure et les suites, mais je n'ai pas d'informations sur qu'est-ce que ça va donner ensuite, dans quelle mesure les choses vont devenir obligatoires. Il est temps de lancer le dernier sondage qui concerne finalement, est-ce que vous avez passé un mauvais moment, plutôt un bon moment ou un très très bon moment? On préférait que ce soit la troisième solution, bien évidemment, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et la troisième question est intéressante aussi puisqu'on va vous diffuser les supports
l'enregistrement et puis je renverrai toutes les questions à Marine, elle y répondra par écrit, je les diffuserai sur cette même plateforme. Et pour finir sur une note d'humour, Marine, rassurez-nous, pourrons-nous manger encore du chocolat noir en regardant la télé devant un bon film? Ah oui, complètement. Il y a du chocolat noir. Par contre, Max Havelaar ou Rainforest, voilà, ça c'est mieux. Et il y a vraiment des travaux qui sont lancés sur tout ce qui est cacao durable avec l'initiative française pour un cacao durable, qui rassemble tous les acteurs de la filière, qui vraiment essaye de faire en sorte à la fois que le cacao contribue moins à la déforestation, permette de mieux rémunérer les producteurs et n'implique plus le travail des enfants. Donc, c'est trois clés essentielles pour le cacao, mais voilà, les acteurs se sont emparés du sujet et travaillent pour y arriver. Eh bien, les amateurs de chocolat dont je fais partie vous remercient. Il me reste à remercier nos participants d'être venus et d'être restés jusqu'au bout, d'avoir répondu, je le vois, ils continuent à le faire au bilan. Et puis, je vous laisse le mot de la fin, Marine, pour cette fin de webinaire. Merci au CNFPT d'avoir proposé l'organisation de ce webinaire. Merci à tous les participants. Et comme je l'indiquais, voilà, moi je serais heureuse d'avoir des retours de votre part sur ce que vous aurez pu mettre en place pour vos achats, les difficultés que vous rencontrez, voilà, les succès également, pour pouvoir les partager. Et on pense vraiment que le dialogue et voilà, l'échange de bonnes pratiques en la matière peuvent faire progresser le sujet. Parfait, merci. Au revoir à tous et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne aventure.